Bonjour à toutes et tous, nous revoilà pour un second épisode sur les traces de Shivaji Bhonsle, surnommé le Grand Marathe. Nous avions laissé le héros indien face au courroux du sultan de Bijapur, récemment frappé par l'empire moghol voisin. Pour comprendre ce qui suit, et si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous ai mis le lien en description. Nous revoilà donc en 1659, le jeune sultan Bijapuri Ali Adil Shah II, désormais solidement installé sur son trône, décide de mettre fin au problème Shivaji. Pour ce faire, il envoie le robuste et expérimenté général Afzal Khan, ayant déjà le sang du frère aîné de Shivaji sur les mains, pour se débarrasser du Marathe et de son armée. Le général musulman, réputé et redouté pour la brutalité de ses méthodes, dispose d'une armée puissante, organisée et moderne, ainsi que de sa cavalerie d'élite personnelle. Le rapport de force est nettement défavorable au Marathe qui ne dispose ni du nombre ni d'équipements modernes ou lourds. Un affrontement à la David contre Goliath se prépare et le général Afzal Khan, particulièrement confiant en ses chances, a l'ordre de mettre la main sur Shivaji, peu importe la méthode, que ce soit par la ruse, la force ou la diplomatie. Du fait de sa puissance de feu bien supérieure et de la puissance générale de son armée, il cherche tout d'abord à provoquer un combat à découvert, qu'il est certain de gagner en profanant de nombreux temples, réduisant en poussière une idole de Bhavani, divinité tutélaire de Shivaji, et humiliant bon nombre de brahmanes. Bref, très provoque et sympathique le garçon. Mais cela ne prend pas et Shivaji ne tombe pas dans le piège. Ses actions semblent même au contraire exciter le sentiment religieux qui n'était jusque-là que secondaire des deux camps. Afzal tente alors et échoue également à le capturer par la ruse et la collaboration plus ou moins forcée de petits chefs locaux. De ce fait, le général Bijapuri décide d'opter pour une autre tactique afin de mettre la main sur celui qu'il appelait le rat des montagnes. Il propose donc une rencontre diplomatique au Marathe durant laquelle il a, selon plusieurs sources, bien l'intention de mettre brutalement fin au problème, si vous voyez ce que je veux dire. Le Marathe, bien au fait des méthodes du général Afzal Khan, se méfie, d'autant qu'il a découvert l'intention réelle du général musulman. Un hindou de l'entourage d'Afzal ayant semble-t-il informé l'entourage de Shivaji, peut-être que les exactions du général Bijapuri y sont pour quelque chose. Le Marathe prépare en conséquence la rencontre avec grand soin, notamment en préparant plusieurs plans de bataille selon la manière dont se passerait l'entrevue. Le lieu de la rencontre suggéré et choisi par les Marathes, ce détail a son importance, reçoit l'accord d'Afzal Khan, qui se rend dans la zone avec ses meilleures troupes, mais laissant une garnison de réserve en arrière et tirant de ce fait son armée. Les deux parties sont censées se rendre au rendez-vous en étant désarmées. Néanmoins, en pratique, au vu des intentions des uns et des autres, Shivaji cache entre autres une côte de maille et un vagnak, ou griffe de tigre, parmi ses affaires, tandis qu'Afzal a préparé de quoi régler son compte au Marathe. Lors de leur rencontre, Shivaji entre dans la tente en s'inclinant avant d'être salué par Afzal Khan d'une franche accolade. C'est semble-t-il au cours de cette accolade qu'Afzal Khan serre son étreinte sur Shivaji, qui ne lui arrive qu'aux épaules. Imaginez donc la taille d'Afzal et tente de le poignarder. Mais la lame rebondit sur la côte de maille de l'hindou qui, après un instant de surprise durant lequel le musulman faillit l'étouffer de son étreinte, éviscéra d'un coup de griffe de tigre puis de dague son ennemi. Afzal hurle à la trahison avant de s'effondrer de douleur. Une première mêlée s'engage autour du point de rencontre, finalement remportée par Shivaji et ses quelques compagnons, qui sont ensuite en mesure de déclencher la bataille. Les troupes de Shivaji engagent l'armée du sultanat de Bijapur lors de la bataille de Pratapgad, malgré un rapport de force particulièrement déséquilibré du fait du lourd équipement Bijapuri et de l'infériorité numérique marathe. L'armée d'Afzal Khan compte selon les sources les plus fiables au minimum entre 10 000 et 12 000 hommes sur place, dont des régiments de cavalerie d'élite, des éléphants de guerre, des régiments de mousquetaires et près d'une centaine de canons, ainsi que vraisemblablement d'un fort contingent en réserve à Hawaï, qui ne sera pas en mesure de se joindre au combat. En face de cela, les Marathes alignent une armée inférieure en nombre, probablement autour de 9000 hommes, et très inférieure en équipement et puissance de feu, composée uniquement de cavaliers marathes rodés à la guérilla et d'infanterie légère. On est donc loin des mousquetaires et autres éléphants de guerre de l'armée Bijapuri. Privée de son général en chef et à vrai dire de plan, ce cas de figure n'ayant visiblement pas été envisagé, l'armée du sultan est dès lors menée par Rustam Zamam, un général d'origine abyssinienne, et par les fils d'Afzal Khan. Experts de la guérilla, les Marathes font un excellent usage du terrain qu'ils ont choisi pour cela et terrifient leurs ennemis en semblant être partout. Comme le disent les sources musulmanes, pour les forces du sultan, les buissons semblaient prendre vie. C'est par cette tactique d'attaque et retraite accompagnée de déplacements, donnant cette impression de surnombre, combinée à la confusion générée par la mort d'Afzal Khan et l'absence de plan adapté à la situation, que les Marathes ne se contentent pas de vaincre mais écrasent littéralement l'armée du sultanat de Bijapur, réserve comprise, et ce, malgré leur lourde infériorité technique et numérique, remportant au passage un important butin à fait de canons, d'éléphants, de mousquets, de chameaux, de bijoux et autres. La déroute de l'armée d'Afzal Khan est totale. Les Marathes repêchent des fuyards dans la jungle alentour durant plusieurs jours et parviennent à capturer les fils du défunt général. C'est là la première victoire de Shivaji contre l'un des pouvoirs majeurs de l'époque. En réaction à ce désastre, le sultan Ali Adil Shah II fait rapidement envoyer une seconde armée composée de cavaliers d'élite, lourdement équipés, ainsi que d'éléphants de guerre afin de tenir le centre lors des combats. Cette dernière est menée par le général Rustam Zamam, ayant déjà combattu dans la bataille précédente, les fils d'Afzal Khan ayant été capturés par les Marathes.
C'est non loin de Kolhapur que Shivaji et ses cavaliers, à un ratio de 1 contre 2, à ça ils n'ont toujours pas froid aux yeux, surprennent les forces du sultan en déplacement vers un fort contrôlé par les Marathas dont ils semblaient vouloir s'emparer. Par une charge dévastatrice sur le centre ennemi menée par Shivaji en personne, et par d'habiles mouvements sur les flancs de leurs ennemis, les hindous viennent à bout de l'armée de Rustam Zamam au terme d'un rude combat et les mettent en déroute, malgré une fois de plus leur lourde infériorité numérique et un écart dans les équipements toujours aussi considérable. Le retentissement de cette nouvelle défaite est majeur et met le sultanat dans une situation particulièrement délicate. La cité de Bijapur, capitale du sultanat éponyme, est menacée et le sultan propose une trêve aux Marathas qu'ils acceptent. Durant cette période, Shivaji va renforcer son domaine et s'emparer de nouvelles cités et forts sur la côte du Konkan. Il utilise ces nouvelles positions afin de bâtir une flotte qui lui permettra de défendre ses intérêts sur les mers. Notez bien que, contrairement à l'Europe, il était peu commun de porter une grande attention à sa flotte pour les royaumes et empires indiens de l'époque. Pendant ce temps-là, dans le puissant empire moghol voisin, Aurangzeb, souvenez-vous, le prince qui a voulu chipper le trône de Bijapur quelques années auparavant, a remporté la guerre de succession et s'est installé sur le trône de l'empire. Lorsqu'il reçoit la nouvelle des différentes débâcles du sultanat de Bijapur, il s'intéresse de nouveau à la zone. Le sultanat et l'empire se mettent sans difficulté d'accord sur la nécessité d'éradiquer la menace que représente Shivaji. Si l'empire peut y gagner quelques nouvelles terres au passage, il ne serait certainement pas contre. Aurangzeb, afin d'écraser les Marathas, décide d'envoyer l'immense armée moghole, composée de 150 000 à 300 000 hommes lors de cette campagne, selon les différentes sources. Tandis que le sultan Ali Adil Shah II, hésitant à y aller en personne avec ses propres troupes, envoie finalement une troisième armée qu'il fait lever parmi l'un de ses vassaux. Les Marathas sont donc attaqués sur deux fronts, au nord par l'armée de l'empire moghol, au sud et à l'est par le sultanat aux dépens duquel Shivaji s'est taillé son domaine. Nul besoin d'être un grand stratège militaire pour comprendre que la situation est plus que compliquée pour les Marathas. Tandis que Shivaji prend le commandement des troupes au sud, les Marathas sont contraints de reculer face à l'avancée de l'armée moghole au nord. Le général moghol Shaista Khan, oui encore un Khan, cela n'étant pas un nom de famille mais un titre honorifique donné par les envahisseurs musulmans de l'Inde à leurs commandants, généraux et autres princes, Shaista Khan donc cherche à s'emparer de la ville de Pune dont l'intérêt est à la fois stratégique et symbolique, vous le comprenez sans problème, d'autant plus que Shivaji y dispose de son palais le Lal Mahal. Parallèlement, tandis que les Moghols avancent, Shivaji, contraint de diviser ses forces, évite l'affrontement direct avec l'armée du sultanat de Bijapur, composée d'environ 15 000 hommes et menée par le général Johar. Il est contraint de se réfugier dans le fort de Panhala. Le fort est dès lors assiégé et le refuge se transforme en un piège sans issue dans lequel est pris une part importante de l'armée marathe, c'est-à-dire de 5 à 6 000 hommes, Shivaji ainsi que sa famille. Mais le garçon a de la ressource. Usant une fois de plus de la ruse, il feint de reconnaître la supériorité de son ennemi Bijapuri et de vouloir se rendre. Le général de Bijapur, un ancien rebelle gracié par le sultan, vous allez comprendre l'intérêt de ce détail, semble avoir sauté sur l'occasion, pensant sans doute pouvoir faire usage de la situation afin de pousser ses intérêts personnels. Le marathe n'a plus qu'à faire ébruiter la nouvelle de la rencontre, dont il est reparti comme il était venu, tout à fait libre et en pleine forme, contrairement aux ordres du sultan qui dictait de mettre la main sur le marathe, quelle qu'en soit la manière. Dès que le sultan Ali Adil Shah II prend connaissance de cette rencontre et de son résultat, il la considère du fait du passé trouble de son général comme étant une trahison. Fou de rage, il fait envoyer une expédition punitive dont il prend la tête afin de capturer ce qu'il appelle les deux rebelles. Sur le terrain cependant, le général Bijapuri Johar poursuit le siège et aucun changement ni accord concret n'a eu lieu. Dès l'arrivée de l'armée du sultan, une grande confusion règne. Johar et ses lieutenants ne comprennent très logiquement pas immédiatement la situation. Les Marathas en profitent pour évacuer le fort. Shivaji, sa famille et la quasi-totalité des troupes parviennent à s'extirper du siège. Malheureusement pour eux, la confusion est relativement rapidement levée et ce sont cette fois les deux armées mobilisées par le sultan qui se mettent à la poursuite des Marathas. L'imminent désastre est évité de peu grâce au sens tactique de Shivaji, ordonnant à son arrière-garde de tenir un étroit ravin. L'arrière-garde en question est composée de 1000 hommes et menée par un certain Baji Prabhu. Cette dernière parvient à tenir le ravin durant plus de 9 heures au cours de la bataille de Godkind face aux deux armées Bijapuri dont l'avantage de la supériorité numérique est limité par le terrain, stoppant ainsi la poursuite suffisamment longtemps pour permettre au reste de l'armée marathe de se replier. Près de 700 hommes parmi ces 1000 fantassins de l'arrière-garde ainsi que leur chef paient ce courage de leur vie. Un certain Léonidas n'aurait pas rougi de s'être retrouvé aux côtés de pareils combattants. La ruse de Shivaji fonctionne donc et ce brillant fait d'armes en fait un véritable mais coûteux succès. Les Marathas et leur armée qui aurait pu être détruite au cours du siège et de la bataille qui a suivi sont en mesure de poursuivre la guerre. Néanmoins, bien que le sultan renonce à poursuivre Shivaji suite à la bataille, redoutant les tactiques marathes lui ayant coûté ses armées à Pratapgad et Kolhapur, s'empare du fort que Shivaji vient d'évacuer. Dans le nord, Shaista Khan s'avance vers Pune et s'empare de la totalité des forts et postes avancés sur sa route. Les Marathas, après avoir longtemps reculé, tentent désespérément d'affaiblir et de ralentir l'ennemi en harcelant l'armée impériale. À plusieurs reprises, ils vont tenter leur chance, comme au cours de la bataille de Shivapur où un corps de 3000 cavaliers mené par l'un des fidèles de Shivaji
s'en prend à l'arrière-garde moghole. Bien évidemment plus nombreuse, une véritable habitude pour les Maraths, faut-il croire. Alors que la bataille semblait bien engagée pour les hindous, l'arrière-garde impériale est sauvée par l'arrivée du reste de l'armée moghole, forçant les Maraths à se replier. Aucune des tentatives suivantes ne parviendra à faire mieux. En mai 1660, Pune tombe entre les mains du général moghol Shaista Khan. Comment le Grand Marathe va-t-il pouvoir sortir son peuple de cette terrible situation ? Réponse dans le prochain épisode. Merci à vous tous qui nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire des dons en regardant volontairement des publicités sur Utip, dont le lien est en description. Bonne fête à tous et à très vite.